la part la plus importante, c'est celle de diriger. Alors l'Almami Souleymane Baal disait ça en 1776. C'est pourquoi je considère que des fois, lorsque nous faisons référence à Rousseau pour parler de démocratie, lorsque nous faisons référence à Montesquieu pour parler de démocratie, lorsque nous faisons référence à Baruch Spinoza pour parler de démocratie, lorsque nous faisons référence à John Locke pour parler de démocratie, et en oubliant la charte de Kourouga-Fougan qui a été signée depuis 1235 entre des structures qui existaient au niveau de l'Afrique de l'Ouest et qui mettaient en place les principes forts de la démocratie, qu'on oublie ces références-là, qu'on oublie Almami Souleymane Baal, qu'on oublie Cheikh Ahmadou Bamba, qu'on oublie Seydi Hadji Malick Sy. Je crois qu'à partir de ce moment-là, nous sommes en train de vouloir nous installer sur ce que Joseph Kizerbo appelle la natte des autres. La natte de l'autre n'est pas une vraie natte. Mais vous en faites partie, parce que vous-même, je vous ai entendu dire que Platon disait les intellectuels et les honnêtes gens ont le devoir de faire de la politique. C'est vous qui le citez. Oui. Et pourquoi toujours aussi vous ne faites pas référence par rapport à vos élèves, enfin à vos étudiants, donc sur ces gens-là, comme Souleymane Baal, donc qui ont fait des choses pour ce peuple-là? Alors, il faut peut-être voir les quelques travaux que j'ai eu à faire. D'abord, j'ai fait une thèse sur les sociétés sérères et sur le mouridisme. Donc, comment les sociétés sérères intègrent le mouridisme au niveau de la région de Thiès, parce que pour l'essentiel, c'est des sérères qui s'étaient plutôt repliés sur eux-mêmes. C'est pourquoi les Wolofs les appellent les nonnes, c'est-à-dire les ennemis, parce qu'ils ne voulaient pas entrer en contact avec les Wolofs. Alors, comment ces gens-là, progressivement, ont intégré la confrérie mouride? Ce phénomène-là, je l'ai étudié dans ma thèse. J'ai fait beaucoup de travaux. J'ai fait dernièrement un papier sur ce que j'appelle le management spirituel mouride. Vous voyez ce qui se passe. On dit, pour manager une organisation, il faut pousser les gens à être motivés. Et la motivation, ce n'est pas forcément l'argent, c'est une motivation articulée autour d'un certain nombre de valeurs. Lorsque l'individu intègre un certain nombre de valeurs qui l'orientent vers le travail, même si on ne lui donne pas un bon salaire, il va travailler convenablement. Alors, et pour ce faire, nous faisons référence à des penseurs du management, comme Elton Mayo, comme Douglas MacGregor, comme Henri Fayol, etc. Mais moi, je dis que nous avons au Sénégal, et j'ai fait un texte là-dessus, c'est intitulé « Sens du management spirituel dans le mouridisme ». C'est pour montrer en fait que lorsqu'on se réfère à Cheikh Ahmadou Bamba, et qui a écrit bien avant Elton Mayo, bien avant les Michel Crozier et autres, et qui a montré que lorsque l'individu travaille, il doit considérer son travail comme quelque chose de sacré. Philippe Kouti, qui est un commentateur de Cheikh Ahmadou Bamba, considère que pour Cheikh Ahmadou Bamba, il y a 4 catégories de personnes. Ceux qui travaillent, ceux qui étudient, ceux qui font les deux, ceux qui ne font ni l'un ni l'autre et qui ne comptent pas. Donc ça veut dire que le travail et la recherche du savoir constituent des éléments clés dans le mouridisme et dans la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba. De ce point de vue-là, je crois qu'en fait, il y a un travail que nous sommes en train de faire. Maintenant, l'autre problème, c'est les curricula, c'est-à-dire le contenu de nos programmes d'enseignement. Alors ça, je crois qu'il appartient à l'État d'apporter les modifications qu'il faut pour faire en sorte que nous formions à partir de nous-mêmes. L'idée n'est pas de nous enfermer sur nous, mais l'idée est de partir de nous, c'est-à-dire de Soukaina, avant de s'ouvrir vers Isabelle, comme le dit Senghor. Justement, je rappelle à nos auditeurs, parce que je sens que le standard donc, est en train d'exploser, je suis désolé, sinon je sais qu'on ne discutera pas, mais Richard, tu peux ouvrir les lignes et je vous demanderai, s'il vous plaît, de ne pas dépasser les 30 secondes, posez votre question, parce que sinon ce sera ingérable. Il nous reste 5 minutes. Voilà, donc juste une question avant de leur donner la parole. Je vous ai lu quelque part, vous avez dit, nous devons développer des anticorps pour faire face à ce qui se passe ailleurs. Mais n'est-ce pas un combat perdu d'avance face à cette mondialisation? Parce que nous sommes des mondialisés. La mondialisation, elle est agressive. Il y a des parties positives dans la mondialisation, mais il y a des aspects négatifs. Et je crois que de ce point de vue-là, nous avons un certain nombre de valeurs à faire prévaloir. Il ne faut pas tout perdre. Il faut s'ouvrir. On ne peut pas s'enfermer aujourd'hui. Ce n'est pas une demande. Est-ce que vous êtes d'accord ou non? Ce n'est pas une demande. On est obligé d'être ouvert. Mais tout en étant ouvert, il s'agit quand même de défendre un certain nombre de principes fondamentaux qui structurent nos identités. Dès que nous les perdons, nous cessons d'être ce que nous sommes. Voilà, donc merci Mata. Donc je pense que Richard, on a un auditeur en ligne. Allez. Allô? Oui, bonjour Lamine, Babacar. Oui, bonjour Babacar. Bonjour à toute l'équipe de Radio Galère. Je sais que le temps n'est pas nombreux, ce qui est imparti. Je voudrais très sincèrement saluer et remercier et féliciter mon grand frère, le professeur Divi Diakhaté, qui nous a fait l'honneur hier de nous entretenir, en tout cas
une très belle conférence. Je salue au passage et remercie l'association des étudiants. Et je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu et redire toute ma fierté au professeur et l'ensemble de ses collègues, le professeur Youssoufa Gueye et le professeur Babacar Faye, pour cette belle conférence d'hier et pour m'avoir fait l'honneur aussi de venir dîner au restaurant Teranga. Et je convoite de Dieu vraiment qu'il les garde, puisque je pense que j'ai été extrêmement séduit par la vivacité intellectuelle du professeur Djibi Diakhaté. Donc, et je pense vraiment que l'Afrique a besoin de gens comme lui. Et nous comptons sur son engagement sans faille, indéfectible, pour pousser tout d'abord en tout cas nos sociétés. Et c'est tout le mot que je voulais lui dire aujourd'hui. Et le remercier encore du fond du cœur. Merci beaucoup, Babacar. C'est très gentil. Merci. Voilà, je pense qu'on a un autre auditeur. Allô? Allô? Oui, bonjour. Lamine, man la encore Aladji Boumbay. Elhadj, ñu ngi lay déglu, waaw. Vraiment, li Babacar Ba wax mënuma si teg leneen alors mais vraiment émission bi ñaari chose la rek moom laa ci regretté. mooy temps bi guddul ba nga xam ni waa ji mën na waxtaan ak sunu mbokku. J'espère que dina dellu si waat beneen yoon. Voilà, j'espère parce que mën a waxtaan ak sunu yaay yi ak sunu tante yi nekk ak sunu sœurs yi nekk fii. si quartier bi encore tamit mën a dégg loolu yëpp ñuy wax. mais nag li ñuy wax rek na leen bàyyi sa réewu tànk quoi kër nit ki bu bëggee réew mu baax da ngay njëkk a commencé sa biir kër dem si mbedd mi. dem si biir dëkk bi dem si àddina bi yëpp tamit quoi parce que Sénégal tamit looloo fa amoon mag ñi dañ daan xëy suba teel ku ci nekk boo xëyee suba teel yaa ngi bale sa diggu kër boo xëyee nga bale dañuy bale ba bale mbedd mi kooku man daan naa ko gis ndax kon nag loolu set la ak defar ak bu mbaax encore tamit waa ji ñu ngi koy remercier bu baax di ko solliciter encore une autre fois mu ñëw vraiment mënuma yàgg si antenne bi. Mais content de notre émission, en tout cas, merci Elhadj, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Ben, effectivement, il y en a qui m'appellent sur le portable, il y en a, voilà, donc je sais que c'est très 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 court, mais je pense qu'il le sait, il viendra la prochaine fois qu'il est dans le secteur, au moins on aura 2 heures d'émission pour parler de la sociologie, donc sur le Sénégal. Oui, donc professeur, toujours, parce que quand même j'essaie de faire des recherches sur vous quand même, hein, quand j'ai les invités, voilà, et vous avez dit que le métissage peut être un handicap, alors que nous, pour la plupart, nous vivons ici, voilà, on a des, donc mariés avec des gens, donc culturellement avec personnes, donc qui ont une culture différente de nous. Léopold Sédar Senghor qui disait que l'avenir est dans le métissage, et vous dites que non, attention, ça peut être un handicap. Qu'en est-il exactement? Oui, si dans le métissage, on nous interdit d'exprimer notre identité, il y a un problème. Il veut dire qu'on nous dit, venez, il faut que l'on aille vers le métissage, mais nous allons parler notre langue. En ce moment-là, nous sommes en train de remettre en cause une partie importante de notre identité. La langue, elle est un élément fondamental dans la structuration de l'identité de l'individu. Or, dans ce que nous appelons métissage, nous nous rendons compte au fond que c'est une négation de nous. C'est une sorte de mimétisme. Pourquoi il faut faire attention? Oui, métissage, ouverture, oui, rencontre, oui. Mais il faut construire ce que Senghor appelait la civilisation de l'universel qui repose sur le principe du rendez-vous, du donner et du recevoir. Mais ce que nous appelons aujourd'hui métissage, ce n'est pas un rendez-vous du donner et du recevoir, c'est un rendez-vous du recevoir. C'est-à-dire que nous nous contentons de recevoir toutes les influences qui nous viennent de l'extérieur et nous avons tendance de plus en plus à perdre notre véritable âme, à perdre notre véritable être. De ce point de vue-là, c'est un faux métissage. Et je suis désolé de le dire, dans tous les pays africains, dans tous les États africains, langue officielle correspond avec la langue de l'ancien colonisateur. Ça, c'est un problème. Et je crois qu'il y a un travail à faire. Et même dans nos sociétés, l'un des problèmes de la démocratie, c'est la langue officielle que nous parlons. Vous avez une majorité de la population qui ne parle pas cette langue. Et donc, qui ne comprend pas un certain nombre de choses et qui donc est exclue. Et au même instant, vous parlez d'égalité, vous parlez de démocratie, il y a un problème. Je crois qu'il faut reconstruire les choses. Il faut aller vers des métissages forts, mais métissage ne signifie pas, à mon avis, négation de soi-même. Mais quel est le rôle du sociologue dans un développement économique d'un pays? C'est un provocateur. Je dis, c'est quelqu'un qui pose des questions. C'est surtout dans nos sociétés qui sont plus ou moins complexes, où les mutations se font et ne sont pas toujours maîtrisées. Je crois qu'on a besoin de tenir compte d'un certain nombre d'éléments. Je vous donne simplement un exemple. À un certain moment, on a voulu développer la riziculture en Casamance. C'était sous Senghor. Et on avait créé une structure qui s'appelait la SOMIVAC. La SOMIVAC avait dit la meilleure façon de fouetter le développement de la riziculture en Casamance, c'est de mécaniser la production. Il faut apporter des tracteurs, des moissonneuses, des batteuses. Bon, on a acheté des tracteurs, des moissonneuses et des batteuses, et la même année, la production de riz a baissé.
c'était incompréhensible. Mais pourquoi? Parce qu'on n'avait pas tenu compte de la dimension sociologique. Le producteur Diola est quelqu'un qui est attaché de façon atavique à son kadiando. À partir du moment où on l'éloigne de son kadiando et qu'on lui apporte un nouvel outil, il avait besoin de s'acclimater à cet outil-là. Donc il y avait des dimensions culturelles, sociologiques qui n'avaient été pas prises en charge et qui ont retardé un projet de développement qui était implanté au niveau de la zone sud. Oui, professeur, nous allons partir à l'antenne, prendre peut-être la dernière auditrice. Allô? Oui, bonjour Lamine. Oui, bonjour Djeja. Ça va, Ça va, tranquille, nous les déglo et il y a le professeur qui te... Ce que le professeur vient de dire à propos de la langue française. Mais moi, je pense que chez nous, en Afrique, et en général, et au Sénégal en particulier, notre problème, c'est pas la langue française. Le problème, c'est que nous, on a combien de langues nationales au Sénégal? 6 ou 7. Est-ce que tout le monde ne parle pas on ne parle pas la même langue nationale au Sénégal? Et si on prenait le Wolof, il y a aussi 20% ou 30% de la population qui parlerait pas Wolof. Donc le problème, c'est pas un problème de langue, c'est un problème de mentalité. Le problème de mentalité, c'est que au Sénégal, en tout cas, en Afrique en général, donc le moi-je, chacun dit je, moi, qui domine et qui pose un problème de développement et d'entente pour qu'on puisse se développer. Ça, c'est un frein, moi, je pense. Merci Djeja. Professeur, nous allons partir encore à l'antenne. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Kokal, bonjour. Oui, c'est Momad. Oui, Momad, comment va? Ben, ça va. Ça va, j'espère que tu vas être très court. Le professeur t'écoute. Oui, non, mais je vais être très court. Non, mais c'est surtout pour le remercier encore hier pour la pertinence de l'exposé. Ça nous a permis d'avoir plus d'éléments sur cette question-là. Je pense que le thème qui a été abordé hier, tous les étudiants qui étaient là, je pense, ont eu aujourd'hui, avec un peu de recul, ils ont peut-être mieux compris ce thème-là. Et puis aujourd'hui, je sais que ce dont il parle, toutes les questions qu'il aborde peuvent faire l'objet d'un débat, et un très long débat. Donc je ne vais pas rentrer dans le débat, mais c'était pour le remercier et surtout pour lui dire encore une fois toutes mes félicitations, parce que je l'ai dit hier, je le suis souvent à la télé, l'éducation ne s'arrête pas à l'université, c'est aussi à travers les médias. Et je pense que des gens comme lui peuvent beaucoup apporter pour le Sénégal. Encore faut-il que le Sénégal sache les utiliser. Voilà. Donc ce que je voulais dire, et puis je le souhaite un bon retour au Sénégal. Voilà. Merci. En tout cas. Merci beaucoup, Momad. Voilà donc, professeur, surtout par rapport à la question des Djeja. Oui, je crois que la question porte en elle-même sa réponse. Notre compatriote dit la chose suivante. Au Sénégal, il y a une multitude de langues. Donc, on ne peut pas utiliser une seule de ces langues nationales au détriment des autres. Il faut alors utiliser une langue étrangère qui serait à équidistance de toutes les autres. Et en même temps, notre compatriote dit, le problème du Sénégal, c'est un problème de mentalité. Parce que chacun dit « je », on ne dit jamais « nous ». Il y a la réponse à sa question. C'est-à-dire que les différentes langues qui existent, chaque langue dit « je ». Il faut accepter qu'une langue qui est peut-être la plus parlée soit adoptée par tout le monde et à partir de ce moment-là, nous dirons « nous ». Je dis donc que la réponse est dans sa question elle-même. Le problème de mentalité se situe à ce niveau-là, de dire qu'aucune langue ne va être devant moi. Donc on est dans la logique du jeu. Donc il faut rompre cette logique du jeu et accepter la logique du nous. Alors je dis que il y a des efforts qui sont en train d'être faits pour codifier les langues, mais c'est encore beaucoup plus important au niveau de la quête de la connaissance et de la quête de la science. Je crois que toutes les recherches ont montré que la meilleure façon d'aller vite dans l'assimilation de la connaissance, c'est d'utiliser sa langue maternelle. Lorsque nous utilisons la langue de l'autre, oui, nous pouvons accéder à la connaissance, mais nous mettons beaucoup de temps. Et je crois que de ce point de vue-là, il y a un enjeu important à codifier nos langues, à faire en sorte que ces langues soient ensemencées de considérations scientifiques, qu'elles soient ouvertes au monde, à la science et à la technologie, et qu'elles soient des langues porteuses de développement, c'est possible. Eh bien, merci. De toute façon, voilà, je vois que Elsa est un peu en retard. Ben, on va en profiter. Hein? Donc, Richard, on prend notre auditeur. Allô? Bonjour. Oui, bonjour, une auditrice. Bonjour, Amine. Bonjour, professeur. Bonjour. Je fais une toute petite intervention parce que j'ai pris l'émission là en cours. Bon, je vous écoute assez souvent, mais bon, j'arrive pas toujours à vous avoir. Vous vous appelez comment? Fatou Toumbounou. Fatou, enchanté. Voilà, de même, je trouve le professeur, voilà, ce qu'il dit est très, très, très intéressant.
J'essaierai de réécouter l'émission en podcast voilà, quand j'en aurai le temps. Mais en tout cas, voilà, il nous faut beaucoup plus de personnes comme ce monsieur-là parce qu'ils font avancer les choses et ils font comprendre les choses. Voilà. Eh bien, écoutez, en tout cas, merci. Voilà, je peux faire une petite dédicace? Allez-y, il n'y a pas de souci. Voilà, j'ai fait une dédicace à tous les Soniqués de Marseille et à ma copine Aïda Baz. Eh bien, ça va. En tout cas, merci beaucoup et puis bon après-midi. Voilà, donc, professeur, maintenant pour revenir donc, sur le Sénégal. On avait vu le Yono-Yokoté du président à son arrivée. On voit aujourd'hui le plan Sénégal émergent. Comment voyez-vous ça, toujours sur le plan sociologique? Est-ce que ça peut impulser quand même quelque chose avec les Sénégalais? D'autant plus, comme je dis, malheureusement, je le crie toujours, je l'écris, je le dis, aujourd'hui au Sénégal, on a aussi la promotion des médiocres et des nullards. L'homme qu'il faut à la place qu'il faut, on a toujours ce problème. Vous avez raison de le dire comme ça. Vous avez absolument raison de le dire comme ça. Un des problèmes que nous avons avec nos plans, c'est qu'ils ne sont pas des plans endogènes. Ce qui fait l'endogénéité d'un plan, ce n'est pas seulement le fait qu'il soit construit par des penseurs, des bureaucrates, des experts, mais c'est le fait que ce plan fasse l'objet d'une bonne appropriation par les populations à la base. Je crois que ça, c'est important. On ne peut pas faire un plan pour le développement de l'agriculture au Cayor, au Bundu, au Guidimaha, si on ne tient pas compte des réalités de la localité vécues par les acteurs eux-mêmes. Je crois que de ce point de vue-là, le meilleur plan serait un plan participatif et ascendant, et non pas un plan descendant. C'est un plan qui suppose la participation de tout le monde. Aujourd'hui, si vous interrogez le Sénégalais lambda sur les tenants et les aboutissants du programme Sénégal émergent, il aura des difficultés à en parler. Dire qu'à partir de ce moment-là, il y a une difficulté. Le travail consiste à faire en sorte que les plans que nous établissons tiennent compte des réalités locales et partent des populations elles-mêmes. Sinon, on risque de croire que les populations ne sont porteuses d'aucune expertise